Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Auditeurs, téléspectateurs, bienvenue au Grand Dialogue de ce mardi 25 octobre. Un rapport de l'ISS Dakar, Institute of Security Studies, institut donc d'études de sécurité sur les jeunes djihadistes au Mali, a été publié le 19 octobre dernier, en collaboration avec l'agence japonaise de coopération internationale JICA. Il nous parle de cette reconversion de certains jeunes maliens dans le djihadisme. Vous l'aurez compris, l'actualité nous oblige à revenir sur les raisons de l'extrémisme religieux au Mali. Pas plus tard qu'hier, un poste de péage a été la cible d'attaque à seulement 35 km de Bamako, faisant 3 morts. Pourquoi certaines personnes se retrouvent impliquées dans les groupes djihadistes? Comment déradicaliser et surtout comment prévenir d'éventuelles personnes cibles pour ces groupes narco-djihadistes? Pour en parler, nous avons invité Mamadou Diouara, il est sociologue, il est à la CONACIPAL et au CIPRI. Ibrahim Maïga, il est chercheur à l'ISS, justement, il sera au téléphone. Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique, Hamidou El Hadj Touré, président des jeunes ressortissants et sympathisants du Nord. Je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation, la mise en onde vous est assurée par Salim Diouara. Le grand dialogue. Je le disais tout à l'heure, hier en début de soirée, le poste péage de Sanankoroba à 35 km a été la cible d'une attaque armée. 3 morts dans cette brève attaque. Selon les sources sécuritaires dans la capitale, les assaillants scandaient Allahu Akbar. Au-delà, plusieurs régions du pays, dont Sikasso dans la forêt classée de Fakola avec la Katiba du Sud, Mopti avec le Front de libération du Massina, sans parler des régions du Nord, connaissent une poussée vers une radicalisation. À présent, je m'adresse à Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISS Dakar. Ibrahim Maïga, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Merci pour votre disponibilité. Dites-moi, alors, quelle est donc l'ampleur de la radicalisation au Mali quand on voit par exemple qu'au Sénégal, il y a près de 45% des jeunes qui sont prêts à s'associer au mouvement djihadiste. Qu'en est-il pour le cas du Mali? Alors, merci de m'avoir invité à cette importante émission. Peut-être quelques précisions avant de répondre à votre question. Notre étude ne s'est pas intéressée à l'état de la radicalisation au Mali. Donc nous n'avons pas cherché à savoir quels sont les individus, ou en tout cas quel est le pourcentage de jeunes prêts à s'enrôler dans les groupes qualifiés de djihadistes. Notre étude a focalisé sur les motivations et les raisons, ou en tout cas les circonstances qui ont conduit à l'implication de jeunes dans les groupes armés qualifiés de djihadistes. Alors, au courant de votre étude, est-ce que vous êtes tombé sur quelques statistiques? On va dire, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont victimes de la radicalisation, si on peut le dire ainsi? Alors, c'est une question très compliquée, difficile dans la mesure où moi je n'ai pas les statistiques, ou en tout cas des chiffres sur les groupes armés qualifiés de djihadistes. Donc, c'est difficile de répondre à votre question parce qu'on n'a pas une idée de l'effectif de ces groupes-là. Et donc, on ne peut pas faire un ratio de jeunes maliens sur la base de ce qu'on ne sait pas. Par contre, une autre précision supplémentaire, c'est, vous avez évoqué l'extrémisme religieux. Ce que l'étude démontre, c'est que le facteur qu'on a appelé facteur référent religieux n'est pas le motif principal, ou en tout cas la motivation principale qui pousse les jeunes à s'impliquer dans les groupes armés qualifiés de djihadistes. Ça, c'est une précision importante. Les résultats, les données que nous avons à notre possession montrent qu'il y a une diversité de facteurs, ou en tout cas de motivations qui peuvent conduire un individu à rejoindre tel ou tel groupe armé qualifié de djihadiste. On va revenir justement tout à l'heure sur les facteurs. Le temps de faire réagir Mamadou Diouara, qui est sociologue, qui est de la CONACIPAL et de CIPRI. CONACIPAL, c'est donc la coordination nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. C'est bien cela. Alors dites-moi, est-ce que à votre niveau, vous avez des statistiques justement du taux de Maliens, on ne va même pas dire de jeunes, de Maliens qui rejoindraient aujourd'hui les rangs djihadistes?
Des rangs extrémistes religieux, je préfère. Voilà, bon, nous n'avons pas de chiffres en ce moment. Nous avons une étude en cours dans 35 communes du Mali où des équipes sont en train de travailler sur différentes questions relatives à la sécurité. À partir de février, on pourra avoir des données plus claires. Après que le comité scientifique ait statué sur les données recueillies, on pourra en ce moment en communiquer. Cependant, je crois que je n'étonnerai personne en disant que le nombre de jeunes enrôlés dans ces mouvements est de plus en plus important. D'autant que à un moment donné, on avait le problème que circonscrit dans une certaine zone. Aujourd'hui, ça gangrène l'ensemble du pays. Du nord, de l'extrême nord, on est venu dans tout le nord. On est descendu au centre. On est venu jusqu'à Ségou. Aujourd'hui, c'est en train de migrer pour aller vers la région de Caille. En fauchant avec une partie de la région de Koulikoro, il ne reste plus beaucoup. La Sikasso d'ailleurs. Et Sikasso également. De Fakola, on a vu le cas il y a quelques mois. Absolument. Et parmi les leaders des organisations, il y a un certain nombre de leaders qui sont carrément issus de Bamako ici. Donc on peut dire que le pays tout entier est concerné. En termes de couverture géographique, c'est une propension significative. En termes d'effectifs de nombre, c'est aussi une propension assez importante. Donc c'est un seuil qui doit être très, très inquiétant pour la société civile, pour l'État et pour les partenaires. Merci. Issa Kaoudim, vous êtes du Haut Conseil islamique. Dites-moi, que pensez-vous de ces différentes analyses aujourd'hui? Est-ce que vous pensez justement en tant que représentant du Haut Conseil qu'il y a beaucoup de jeunes Maliens victimes aujourd'hui de cette radicalisation? Merci de m'inviter. Je remercie Studio Tamani et bonjour à tous les auditeurs. Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord faire quand même une précision parce que la manière dont la question elle est posée, c'est vrai qu'on a l'habitude de me dire que les journalistes ont le droit de poser la question comme ils l'entendent, mais moi aussi je pense que je peux la reformuler et répondre comme je l'entends. Qui définit la radicalisation? Je crois que ça c'est une question de fond. C'est pas quelqu'un qui n'est pas un religieux, qui n'est pas légitimé, qui n'a pas une connaissance, qui n'a pas une légitimité, ne peut pas prétendre définir la radicalisation ou déradicaliser les gens selon qu'on est une société occidentale où on est payé par des fonds d'où sais-je viennent pour venir parler de radicalisation. Ça c'est un problème. Et secondo, on parle d'extrémisme. Qui est extrémiste? Ça, c'est une question qui doit se poser. Parce que la définition de l'extrémisme, sur le fond, est religieux. Et donc, l'extrémisme aussi ne date pas de l'islam. Je crois qu'il y a d'autres religions qui ont été confrontées à ce problème d'extrémisme. Quand on parle de la révolution de 1789 en France, qui a abouti à la révolution, je crois qu'il y avait cette mode d'expression qu'on disait. Donc, ceci dit, je pense que pour dire que je ne suis pas d'accord par la définition et ce qu'ils prétendent parler et ils parlent au nom de qui. Maintenant, répondre à votre question, je pense qu'au Mali, on est en train d'exagérer, d'amplifier, je ne sais pas pour quelle motivation. Non, il n'y a pas de djihadistes, il n'y a pas d'extrémisme au sens où on veut le définir. Je crois qu'il y a un problème. Justement, on a quelqu'un comme Yad Agali de Ansardine, on a le FLM, le Front de Libération du Massina. Écoutez, Yad était à Koulba ici, Yad était un conseiller d'Amadou Toumani Touré, Yad a été vice-conseiller en Arabie Saoudite au nom du gouvernement malien, qu'on arrête de nous distraire. Il était de la première rébellion qui était rébellion d'identité Touareg. Non, qu'on arrête de distraire les gens. Vous pensez qu'il n'est pas radical? Non, je pense que c'est pas à moi de dire ça. Je pense qu'il peut lui-même s'exprimer par rapport à ce sujet. Ce que je peux dire, c'est un hors-la-loi. Ça, je suis d'accord. Maintenant, ses motivations à lui, c'est à lui seul de les dire. Maintenant, il faut que les gens ils arrêtent de distraire les gens. Le Mali est habité à un problème sécuritaire. Et l'attaque que vous avez fait allusion, mais qui vous dit que c'est des djihadistes? N'importe qui peut se lever, dire Allah Akbar et faire son forfait et faire de la diversion. Je crois qu'on arrête de distraire les gens. Voilà. Donc, si vous me laissez répondre à votre question, je pense que sur le thématique, il faut que les gens arrêtent vraiment, alors de être comme, vous m'excusez de l'expression, comme des perroquets, à radicaliser. J'étais tout de suite sur une chaîne internationale qui parle de quatre radicalisés, qu'il faut les déradicaliser. Mais quand quelqu'un qui n'est pas musulman, qui n'est pas religieux, qui pense qu'un musulman il est radical ou il faut le déradicaliser, mais il n'est pas fondé. Donc moi je pense que sur la question, il faut en débattre. Merci. On va revenir vers vous tout à l'heure pour d'autres précisions. Hamidou El Hadj Touré, vous êtes le président des jeunes ressortissants et sympathisants du Nord Mali. Quelle est votre lecture de la chose? Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a une vague de radicalisation ou d'extrémisme auquel justement les jeunes adhèrent?
Merci, cher confrère. Je dis au passage que je suis aussi journaliste et expert en communication. En fait, quelque part, je rejoins mon frère Kaoudim. Je ne pense pas qu'il y ait des radicaux au Mali, de quelque part que ce soit, encore moins des extrémistes religieux. Et je pense que nous sommes quelque part divertis. Il y a un problème qui est là. Il faut chercher à solutionner ce problème autrement. Il n'y a pas de radicalistes au Mali. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ma lecture que je fais. Je suis présentement sur une étude pour la COMNAT, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères dans les régions de Tombouctou et Gao. Donc, je sais ce qui se passe là-bas et je dirais aussi que nous savons tous ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas d'extrémistes dans nos régions. Alors moi, je suis un peu désabusé parce qu'on a quand même été la proie pendant un bon bout de temps sous l'égide de l'islam. Je ne dis pas que ce sont des musulmans ou que c'est l'islam qui le dit, non. Mais sous l'égide des gens ont trouvé comme excuse quand même l'islam pour attaquer le pays pendant un bon moment. Cher frère, croyez-moi qu'il y a une situation et que ces gens ont profité de la situation. Il y avait une situation qui était favorable à ces gens. Ils ont profité de la situation et la psychose a été créée par l'Occident. Et nous avons gobé, nous avons cautionné et voilà ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Merci. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Le temps de faire réagir justement Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISS Dakar. Ibrahim Maïga, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Alors, une partie dans le studio pense qu'il n'y a pas de radicalisme religieux, en tout cas dans le cas du Mali. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, quels ont été justement les résultats de vos études? Alors, comme je vous l'ai indiqué en début d'émission, l'étude ne portait pas justement sur l'état de la radicalisation. Mais plutôt les causes. Certains de vos interlocuteurs l'ont rappelé à juste titre, il me semble. Qu'est-ce qu'on met dans la radicalisation? Comment on définit la radicalisation? Comment on détermine qui est radicalisé et qui ne l'est pas? Moi, je pense qu'il faut se garder d'aborder la question sous le prisme religieux. Je vous l'indiquais tout à l'heure en début d'émission, il ne s'agit pas là d'une étude sur l'extrémisme religieux au Mali. Nous avons cherché à comprendre les motivations ou les raisons qui ont conduit certains jeunes au Mali à rejoindre les groupes. Et là, je le précise, qualifié de djihadiste, parce que cette notion aussi est sujet à controverse, et je ne veux pas me lancer dedans. Je pense qu'il est plus juste, et c'est l'une des conclusions de notre étude, de parler de logique d'engagement de jeunes, plutôt que de chercher à parler de radicalisation ou d'extrémisme religieux. Parce que comme je vous l'indiquais, le facteur religieux, le référent religieux, donc des gens qui se sont engagés dans ces groupes par conviction religieuse, on en a trouvé très peu. Et je tiens à préciser que l'étude a principalement porté sur ce qu'on appelle les fantassins, sur les éléments de soutien. Donc on n'a pas eu à interroger par exemple quelqu'un comme Yad Agali. Par contre, on a interviewé des gens qui ont appartenu en Sardine. Et parmi les facteurs qui ont poussé ces individus à rejoindre en Sardine, il y avait le facteur religieux, mais ça comptait pour très peu. Et pour vous donner une idée des statistiques, à peu près 50% justement des raisons qui ont poussé portaient sur le facteur économique ou le facteur protection. Et donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, le facteur religieux a été marginal dans les motivations, ou en tout cas les raisons qui ont conduit les jeunes à s'engager dans les groupes concernés. Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons continuer cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Pourquoi certains Maliens se radicalisent? On pose la question aujourd'hui dans le Grand Dialogue. On reçoit pour ce faire Mamadou Diouara, sociologue, Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISS Dakar, Issa Kaoudim du Haut Conseil islamique, Hamidou El Hadj Touré, président des jeunes ressortissants et sympathisants du Nord. Mamadou Diouara, vous l'avez entendu tantôt. Alors les raisons sont très peu religieuses aujourd'hui. Il y a des raisons économiques, il y a d'autres facteurs qui suivent. Alors, merci de me donner la parole pour réagir déjà. Je suis d'accord
en grande partie avec ce que mes interlocuteurs ont dit, mais je me porte en faux par rapport à certains aspects. Premièrement, je précise qu'il y a effectivement radicalisation au Mali. Maintenant, le contenu qu'on y met, ça reste à savoir, mais quand on prend le mot littéralement parlant, il y a des gens radicalisés. Je crois avoir dit dans ce même studio par le passé qu'il faut faire attention à ne pas confondre la radicalisation systématiquement avec l'extrémisme religieux musulman. Moi, je considère que les groupes qui ont pris des armes contre la République, c'est des groupes qui se sont radicalisés. Je trouve que tous ceux qui ont fait acte de violence pour faire passer leurs intérêts ou leurs opinions sont des gens qui se sont radicalisés. Parmi ce lot de personnes radicalisées, il y a des gens qui ont utilisé le couvert de la religion. Est-ce que pour autant, c'est des gens qui ont la légitimité de parler au nom de la religion musulmane? Personnellement, je pense que non. Personnellement, les leaders de ces mouvements islamistes, entre guillemets, dits islamistes, entre guillemets, au Mali, je ne connais pas un d'entre eux qui soit une autorité religieuse reconnue dans une contrée du Mali. Iyad n'a jamais été imam à Kidal, à ce que je sache. Je parle sous le contrôle du Haut Conseil islamique qui est là. Hamadoun Koufa n'a jamais été chef d'une branche religieuse du Mali reconnue par la communauté musulmane avant qu'il ne s'autoproclame chef de mouvement djihadiste. Maintenant, si le prétexte de l'islam peut être un facteur mobilisateur pour eux, pour coopter des jeunes qui sont psychologiquement fragiles, ça c'est leur instrument qu'ils utilisent. Alors, maintenant, ce que je veux dire... Les raisons justement qui pousseraient les gens, on parle entre autres dans spécifiquement la région de Mopti où beaucoup de jeunes parlent d'injustice. Alors voilà. Premièrement, le principal problème que nous avons, le principal qui pousserait les jeunes à aller chercher la justice, ou un semblant de justice en tout cas. Moi, je situe la situation à 3 niveaux. Et j'ai eu l'habitude de rappeler ici que les écoles coraniques ont existé pendant longtemps, les communautés ont existé pendant longtemps, mais pourquoi ceci devient un facteur aujourd'hui pour pousser les gens à aller dans l'extrémisme? Parce que de 2012 à nos jours, l'État a disparu dans une partie importante du pays suite à l'échec de sa gouvernance. La somme des injustices multipliées par les travers de gouvernance que nous avons connus ont exacerbé les frustrations. Le référent que les gens avaient en face, qui est l'État, qui permettait à tout le monde de se retenir et de laisser l'autorité légale trancher entre les gens, ayant disparu, les gens ont dû s'auto-saisir de la mission de se faire justice, de la mission de se protéger et de la mission d'atteindre ses intérêts. Donc, ceci étant, les confrontations entre communautés ont été directes. Dans ce contexte, n'oubliez pas que nous avons en face de nous des groupes armés qui chacun est communautaire ou ethnique. Donc, non, j'arrive, parce que c'est très important pour les causes, rapidement. La plupart des communautés, la plupart des jeunes qui ont été enrôlés dans les groupes armés islamistes sont des gens qui ont rejoint ces groupes parce qu'ils trouvaient dans ces groupes le moyen d'avoir la puissance de feu pour faire face à d'autres personnes qui menaçaient leurs intérêts, leur vie ou leur communauté. C'est le cas des jeunes enrôlés de Gandaizo qui ont intégré le Moujao à Gao. C'est le cas de beaucoup de jeunes de la communauté Peul dans la région de Mopti et de Ségou qui ont rejoint les mouvements radicaux parce que ces mouvements avaient une présence, un équipement et une formation qui les permettait d'avoir la puissance de feu pour faire face à certaines menaces dont ils étaient victimes. C'est le cas de beaucoup d'autres jeunes radicalisés. Moi, je pense que ce facteur est essentiel. Il y a d'autres facteurs. Au cours de l'émission, si le temps nous permet, on va en parler. Magnifique, merci. Issa Kaoudim, vous êtes du Haut Conseil islamique. Alors, on a tantôt parlé justement de ces facteurs qui ne sont pas forcément religieux. Aujourd'hui, on parle de facteurs économiques. Mais est-ce que vous pensez, par exemple, que l'éducation et l'ignorance, que ce soit l'éducation religieuse, que ce soit l'éducation classique, est-ce que vous pensez que le manque d'éducation aussi a pu pousser les gens, ou le manque de perspective d'ailleurs, a pu pousser justement les gens à prendre des armes pour essayer d'avoir un point de vue? Bon, merci. Moi, je pense que je ne vais pas rentrer dans les polémiques parce que le temps ne le permet pas. Et puis, l'utilité, ce n'est pas de polémiquer, c'est juste permettre aux auditeurs de comprendre. Moi, il y a de cela. Voilà, je pense qu'il faut... Personne n'est naïf ni dupe. Quand on parle de radicalisation, je crois qu'on pense qu'on cible, on stigmatise les musulmans, l'islam. Je crois que... Est-ce qu'on peut non, je ne vais pas polémiquer. Non, je vais pas... Non, un pays 95% musulman à mon œil. Mais écoutez, un pays où le religieux
n'a pas de statut, où le religieux est considéré tout simplement comme un homme de la rue. Je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, je prends un pays comme le Ghana, qui donne un statut aux religieux, aux chefs coutumiers. Alors que nous, on est là, on dit que 98% sont des religieux. Quand il y a le feu à deux mers, on appelle les religieux pour faire des bénédictions. Tout le monde est d'accord pour que les religieux votent massivement pour eux. Mais maintenant, on demande leur voix pour être partout, dans les institutions. Et après, on dit que non, l'État est laïque. Non, qu'on arrête de distraire les gens. Je crois que le Mali a un problème de fond. Le problème de fond, c'est que d'abord, nous n'avons pas trouvé notre voie. Parce que, je vais juste dire, quand on regarde 56 ans d'indépendance, je discutais avec l'intellectuel en face, nous avons toujours des ruptures à rupture. De 1968, on est venu avec un socialisme scientifique on a vu comment ça s'est passé. Le CMLN est venu dire que bon, il faut arrêter avec Moussa Traoré. Après, on a créé CMLN 10 ans avec les Tchogouré autres là. Après, on a créé l'Union démocratique du peuple malien. 23 ans après, on a fait comme si rien n'existait. On est venu avec un mouvement que j'ai qualifié dit démocratique, qui a plongé le pays dans le chaos que nous vivons. Et qu'aujourd'hui, maintenant, on cherche un bouc émissaire. Non, je crois qu'il faut savoir ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est passé, c'est une mauvaise gouvernance, comme l'a dit le frère. Et donc, cette mauvaise gouvernance, vous avez posé la question que je vais répondre, c'est l'éducation. Mais vous pensez ici, il n'y a pas d'éducation, il y a instruction. Dans les écoles, on ne parle pas de Dieu. On va vous dire que non, Dieu n'est pas là. Et les écoles, c'est laïque. Et laïcité ici, ce n'est pas laïque dans le sens que le chrétien, le musulman, l'animisme, mais laïcisme dans le sens qu'on ne parlera pas de Dieu ici. C'est ça la triste réalité. Donc, en marge de ça, les gens ont créé ce qu'on appelle les médersa, les écoles coraniques, qui a existé avant la colonisation. Et que quand le colon est venu, il a détruit ça. Quand on parle de Tombouctou, on parle de ces manuscrits, ce n'est pas écrit en français. C'est écrit en arabe. Le contenu, c'est quoi? On ne veut même pas en parler. Donc, le Mali, historiquement, il est religieux. Donc, comment expliquer justement on a falsifié l'histoire. Comment expliquer J'arrive si vous me laissez finir. On a falsifié l'histoire. On a créé un semblant de démocratie qui a montré ses limites. Donc aujourd'hui, le pays se pose une question. Puisque la démocratie, elle a échoué, il faut la réinventer. C'est ça le problème, parce que ça veut dire réinventer, veut dire quoi? Il faut insérer nos valeurs sociétales et religieuses. Donc une démocratie consensuelle. Bon, ça c'est votre expression. Moi je parle seulement d'une démocratie qui s'adapte à nos valeurs sociétales et religieuses. Donc c'est ça, je pense que c'est cette question. Parce que ce que vous dites ici, comme l'a dit, mais écoutez, le Mali ici, les autorités légitimes qui parlent de religion, dites-moi, est-ce que l'État les a donné un statut? Il n'y en a pas. Vous parlez des institutions républicaines, sont 8. Même je vais vous donner, peut-être que vous ne le savez pas, je vais vous donner un exemple, très rapidement. L'une des institutions qui est l'institution qui s'appelle Conseil économique, social et culturel. Mais vous savez que les religions ne sont pas représentées. Ça, c'est quel culturel? Dans un pays qui se dit 98% musulmans, parce que le laïc a décidé de lever la main, parce qu'on fait la laïcité jacobin, séparation de l'État avec l'Église en France, mais le Mali n'a pas une histoire d'Église, je suis désolé. Et donc, même si vos partenaires techniques et financiers ne veulent pas entendre, c'est ça la triste réalité. Donc, la question, c'est qu'on ne veut pas entendre parler de Dieu musulman dans le système jacobin au Mali. Voilà qui fait que le pays ne se reconnaît pas dans le système. Et donc, il faut réinventer la roue. Je vous rassure, on est complètement libre de notre ligne éditoriale. Merci, donc, on n'a pas de partenaires techniques et financiers derrière pour nous dire allez dans ce sens. C'est pour ça qu'on a ce genre de débat et qu'on vous invite aussi. Merci. Voilà. Ceci étant dit, Hamidou El Hadj Touré, vous êtes le président des ressortissants et sympathisants du nord du Mali. Dites-moi aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que justement la jeunesse du nord réagit face à cette gangrène sécuritaire qui existe? Même si Kaoudim n'est pas d'accord, qui est quand même la proie d'une certaine radicalisation quelque part. Autant que lui, je ne suis pas d'accord. Je ne suis même pas d'accord avec le frère Yuara quand il évoque les jeunes de Gao qui ont rejoint le Moujao par vocation ou par d'extrémisme. Ou par besoin parfois de se protéger. Moi, je pense qu'il faut recadrer le débat. C'est-à-dire les facteurs, les raisons qui motivent le plus souvent ces gens à aller vers la prise des armes à feu, si je peux le dire comme ça, à être dans des groupes armés, c'est d'abord des facteurs sociaux qu'on peut appeler l'exclusion ou des facteurs culturels identitaires et le plus souvent des facteurs économiques. Et moi, je table beaucoup à 50% sur les facteurs économiques.
parce qu'une jeunesse désœuvrée, une jeunesse sans repère, emploi au chômage est très 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 facile à être enrôlé dans un groupe armé, et que les Occidentaux ou bien que ces mêmes leaders de groupes armés appellent des groupes djihadistes, parce que eux aussi ils sont en crise identitaire, ils ont besoin de se faire une identité, d'aller, je ne sais pas à quelle fin. Mais ce que je dis, c'est le facteur économique. Aujourd'hui, je vous le dis, hein, c'est aberrant. Je reçois par jour des appels que je ne peux pas vous énumérer. Des gens du Sud, hein, des jeunes du Sud qui aujourd'hui veulent aller au Nord pour aller prendre des armes, intégrer les groupes armés. Et qu'est-ce qu'ils évoquent comme facteur, justement? Les facteurs économiques. Les facteurs économiques en général, d'accord. Les facteurs économiques en général. Merci beaucoup. Ibrahim Maïga, vous êtes chercheur à l'ISS Dakar. Dites-moi, en lisant un peu votre rapport, j'ai vu quelque part qu'on parle de spécificités locales à prendre en compte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Merci beaucoup. C'est justement tout ce que vos interlocuteurs disaient avant moi. Il est important, surtout quand on parle de sujets ou de concepts comme la radicalisation, de bien partir du terrain avant de placer des concepts sur lesquels on a du mal à s'entendre, notamment par rapport à la définition. Ce que nous on dit dans le rapport, c'est qu'il est important de prendre en compte la réalité du terrain. Quelles sont les dynamiques à l'œuvre, quelles sont les dynamiques locales qui poussent les uns ou les autres à rejoindre tel ou tel groupe. C'est ces spécificités-là, ces éléments contextuels qui permettent de comprendre et de voir derrière s'il y a un extrémisme religieux, s'il y a une radicalisation, ou si tout simplement c'est des logiques d'engagement comme on peut le voir dans d'autres contextes de rébellion ou même de crise sécuritaire, comme on a pu le voir au Mali, en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone ou dans d'autres contextes extra-africains. Donc on a des similitudes. On a des similitudes, mais il est important justement de ne pas partir de contextes ou de concepts importés. Comme je vous le disais, par exemple, la radicalisation, on voit beaucoup dans le contexte européen des jeunes effectivement qui se lèvent et qui partent en Syrie. On peut, si on est... On voit d'ailleurs une montée en force de l'extrême droite en Europe et c'est une forme de radicalisation. C'est tout ça qui m'amène justement à me départir de ces termes qui sont extrêmement à la mode et qu'on ne définit pas assez, sur lesquels il n'y a pas de consensus. Radicalisation, déradicalisation, extrémisme violent. Et c'est pour cela que l'une des recommandations justement de l'étude que vous avez mentionnée, c'est de se départir, ou en tout cas d'utiliser avec prudence ces notions-là, qui finalement veulent dire beaucoup et rien à la fois. Moi, je voulais réagir. Mamadou Diouara, allez-y. Voilà, je voulais réagir en disant que, bon, voilà, il est important qu'on se comprenne sur le concept. Moi, je pense que quand les concepts sont lancés, nous n'avons pas besoin de laisser les autres gouverner leur contenu. Le mot radicalisation a une signification littérale. Et à partir de cette signification littérale, on ne peut pas nier le fait que quelqu'un qui décide de prendre une arme et de s'en prendre aux autres est radical. D'accord. Quelqu'un qui pense... Non, j'arrive. Je vous pose cette question. Est-ce que dans le cas... Allez-y, monsieur Maïga, allez-y. Oui, vous avez des groupes radicaux à la fois en Europe ou des gens qui se considèrent radicaux, tout simplement parce qu'ils sont à l'extrémité de ce que la conscience populaire ou en tout cas de ce que la majorité des gens pensent, sans pour autant prendre les armes. Donc on peut... Et c'est pour ça que vous avez une distinction entre radicalisation violente et non violente. Non, je suis d'accord avec ça. Violence. Je suis d'accord. J'ai pris le degré extrême pour le dire. La radicalisation, c'est un processus. Mais est-ce que dans le cas du Mali, on n'a pas des prédispositions? Est-ce que certaines personnes n'ont pas eu, par exemple, des prédispositions idéologiques, par exemple? Mais il y a des prédispositions idéologiques. On ne peut pas, c'est le deuxième point auquel j'allais venir, on ne peut pas aussi entièrement occulter le fait religieux. Ça existe. Ok, il y a des espaces, et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez cité de l'étude qui parle de prise en compte de spécificités locales. Moi, je considère que moi, personnellement, j'ai été radical à un moment donné de l'histoire à partir de 2012. Vous le savez, j'ai pris les armes, j'ai fait la formation militaire, j'étais prêt à aller au front.
ça m'a coûté d'ailleurs 6 mois et demi d'emprisonnement par le capitaine Sanogo, ben, je considère que j'ai été radicalisé. Non, j'arrive, j'en viens. Je vous redonne la parole tout de suite après quelques secondes de pause. Le temps d'observer la pause, tout juste. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Pourquoi certains Maliens se radicalisent? Alors, Mamadou Diouara était sur une lancée. On va essayer de recadrer un peu le débat, mais je vous laisse continuer. Voilà, je voudrais quand même dire que la radicalisation, c'est à partir du moment où on veut, c'est-à-dire qu'on se met dans une position extrême et où on est prêt à aller à des solutions extrêmes. En ce moment, on est radical. Maintenant, cette radicalisation, elle n'est pas obligatoirement religieuse. C'est pourquoi je dis qu'il faut éviter de la systématiser sur la religion. Ce n'est pas forcément religieux. Il y a des gens qui se radicalisent parce qu'ils ont besoin de défendre leur communauté. Non, en tout cas, il y a des gens qui se radicalisent parce que leur terroir... Les études de l'ISS l'ont dit, M. Maïga l'a dit tout à l'heure, le facteur religieux d'ailleurs n'est pas le plus minime, important, justement. en tout cas dans le cas du Mali. Maintenant, le deuxième élément aussi que je voudrais dire, c'est qu'effectivement le facteur économique participe pour beaucoup, ok. Mais le facteur économique ne devient un facteur essentiel aujourd'hui que parce que la chute de l'État a été effective. Si l'État était là, si l'État n'avait pas disparu à un moment donné et que les gens s'habituent à s'auto-saisir d'un certain nombre de questions, les jeunes Maliens ne se seraient jamais livrés à cette radicalisation et à ces actes de violence et d'extrémisme. Aujourd'hui, les gens se sont sentis obligés de défendre leur terroir, de défendre leur dignité, de défendre leur communauté. Ils ont été obligés de défendre leurs intérêts parce que l'État a disparu, l'espoir a disparu, le référent moral et politique a disparu. Merci, le retour de ce référent moral et légal ne peut pas systématiquement ramener la normalité psychologique de la société. Il faut un temps pour cela. Mamadou Diouara, merci. On revient tout à l'heure. On espère que le temps nous permettra de vous donner la parole. Issa Kaoudim, vous l'avez dit en début d'émission, c'est très facile de dire Allahu Akbar. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans le contexte malien, il n'y a pas beaucoup d'attaques qui se passe justement avec le stigmate et la peur des gens engrenés par X ou Y raison? Est-ce que les gens n'exploitent pas? Est-ce que même les petits bandits et les vagabonds n'exploitent pas? Parce qu'on n'est pas sûr, par exemple, dans le cas d'hier, à Sanankoroba, que ce soit des religieux. C'est pas parce qu'ils ont dit Allahu Akbar que... C'est pas parce que les gens disent Allahu Akbar qu'ils sont forcément djihadistes ou extrémistes religieux ou quoi que ce soit. Bon, moi, avant de répondre à votre question, il faut qu'on se comprenne c'est quoi le djihad. Le djihad, c'est l'effort. C'est l'effort de bien faire, c'est l'effort de l'éducation, c'est l'effort de la formation, de comprendre sa foi, de la pratiquer. Donc vraiment, il faut qu'on arrête de nous distraire avec les propos occidentaux que vous faites comme des perroquets. Maintenant, avant de répondre à votre question, je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important dans le cas malien. On ne peut pas, avec tout le respect que j'ai pour l'intellectuel sénégalais, pas s'asseoir à Dakar, nous commander des rapports ici pour le Mali. Non, qu'on nous arrête de nous distraire. Maintenant, j'ai compris, ils ne sont pas le terrain. Le terrain, c'est nous. Le terrain, c'est nous. Quand l'État n'était pas là, c'est le Conseil islamique qui faisait le pont. Et nous sommes toujours là. Et il y a des choses que je ne vais pas vous dévaler sur le plateau. Le terrain, c'est nous. Ce n'est pas vos rapports-là. Maintenant, chacun a ses commanditaires des rapports qu'on les paie à des millions pour faire ces rapports-là. Qu'on sait qu'on connaît aussi les raisons, que je ne vais pas trop m'aventurer sur ça. Maintenant, ce que vous posez comme question au Mali, le problème malien, il est malien. Il faut trouver une solution malienne. On se connaît tous ici. Non, mais est-ce que les gens ne crient pas justement Allah Akbar? Non, Allah Akbar, tout le monde dit Allah Akbar, même vous dites Allah Akbar, vous pouvez sortir ici, vous dites Allah Akbar. Donc ça va. Non, maintenant le problème d'Allah Akbar au Mali, ça ne veut rien dire. Dans toutes les mosquées, on dit Allah Akbar. Allah Akbar, ça ne veut rien dire. Est-ce que les gens n'attaquent pas? Si vous me laissez finir, vous allez gagner du temps pour donner la parole à d'autres. Le problème malien, certains à un moment donné ont parlé de revendications identitaires. Mais quand l'État a été battu dans le septentrion, ce n'était pas au nom de la religion. Les attaques des Agalog l'ont fait semblant d'oublier. C'est les Ménélas qui est venu, qui étaient dans l'armée, à la police, à la gendarmerie, qui ont été intégrés partout et qui ont déserté avec armes et bagages pour aller se faire, je sais pas, avec l'ennemi, se reconstituer, attaquer l'État. Absolument. Ça a été fait. Et à ce moment, on ne parlait pas de l'islam. Qui les a satiés? C'est ceux-là que vous appelez les islamistes soi-disant. Mais qui, au nom de qui? Quelle légitimité? Ils sont venus d'où? Mais ça, c'est parce que les gens ne veulent pas dire les choses telles qu'elles sont. Quand on a attaqué la Libye, qui a attaqué la Libye?
C'est pas Kadhafi. Qui a attaqué Kadhafi? C'est pas la France. Laissez-moi vous poser une question. Laissez-moi finir, vous allez comprendre non, ce que je vais dire. Je veux comprendre, c'est dans l'optique que les auditeurs comprennent. C'est dans l'optique que les auditeurs aussi comprennent que je vais vous poser une question. Est-ce que ceux qui ont parlé au nom de l'islam à ce moment donné, vous en tant que religieux, est-ce que ces gens-là ont une quelconque légitimité? Mais je vais vous donner une chose, vous êtes un journaliste. Oui. Vous relevez quand même à une, comment on appelle ça, d'une structure qui parle en votre nom. Vous avez la HAC, n'est-ce pas? Oui. Vous avez maison de presse. Est-ce que quiconque peut se lever seulement alors dire que je suis journaliste comme il le veut? Non. Il y a des lois de la République. On n'est pas magistrat parce qu'on a lu un bouquin de droit. Donc, dans la République, les choses sont organisées. Au Mali, pour dire ce qui est religieux, qui est musulman, qui est islam, qui n'est pas islam, si le pays se respecte, veut vraiment aller en cohérence avec la République, c'est la structure que l'État même a mis en place, qui est le Haut Conseil islamique, qui est l'interface entre le pouvoir et la communauté. C'est à ce titre-là que je suis là. Donc, vous ne pouvez pas venir des propos des individus. Quoi qu'ils disent, ça n'engage pas l'islam. Ça n'engage pas la légitimité de ce pays. Donc, le problème du Mali, c'est un problème référentiel. Parce que votre laïcité sans contenu là fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui parle au nom de la religion, qui parle au nom des groupes armés. Il y a une confusion déjà dans le concept hors la loi sont les hors de loi qu'il faut les traiter comme tels. Il ne faut pas leur faire cette mauvaise publicité de leur dire que c'est des djihadistes ou bien c'est des islamistes. Parce que là, vous jouez leur jeu. Oui, non, je suis d'accord. Alors donc, je pense qu'on a plein des intellectuels ici qui ne sont intellectuels qu'à la formation classique. Qui n'ont pas fait vraiment le nécessaire pour comprendre c'est quoi l'islam et son contenu. Alors ils se plaident à faire le perroquet de ce que les Occidentaux disent. Je suis désolé. Donc le problème malien, en réalité, c'est un problème entre Maliens. Nous pouvons trouver la solution à l'intérieur. Nous avons suffisamment de ressources. Que vous soyez à Gao, vous avez un répondant ici. Donc vous ne pensez pas que la communauté internationale peut nous aider non, écoutez, ils nous aident pas. Réponse justement à ce problème. Ils sont en train de nous mettre dans une situation sans solution. Le problème malien, c'est quoi? Le problème malien, c'est quoi? C'est très simple. C'est d'aider les forces armées de sécurité de monter en puissance, c'est de définir tout simplement, c'est-à-dire que les normes entre l'État et les confessions religieuses et qui peuvent être un atout pour l'État pour définir c'est quoi la religion, qu'est-ce qui n'est pas la religion, et à partir de ça, l'État traque tout bandit qui n'est pas défini en tant que tel par le référentiel que je viens de dire. Donc si quelqu'un se lève dire Allah Akbar, l'État n'a que faire, il n'a qu'à les traquer comme des bandits. Parce que pour dire que ça c'est Allah Akbar, c'est le Haut Conseil islamique qui est légitime et légal pour le dire. C'est aussi simple que ça. C'est comme dans les clergés. Vous ne pouvez pas vous lever... C'est intéressant ce que vous dites, parce que rapidement, avant que vous me coupez la parole, c'est intéressant ce qu'il dit. Il est en train de parler de quelque chose qui, pour moi, en tout cas en tant que sociologue, c'est pertinent. Comment l'autorité publique et les forces de défense et de sécurité peuvent travailler avec le Haut Conseil islamique pour faire la frontière entre la religion musulmane au Mali et le fait et le banditisme. Voilà. Mais c'est très important ça. C'est très important. Moi, je le note. Est-ce que Issa Ibrahim Maïga de l'ISS, est-ce que ça vous parle que l'État justement puisse faire cette différenciation-là, bien entendu avec le concours des religieux? Est-ce que c'est une des solutions? Juste avant de répondre à votre question, j'aimerais apporter quelques précisions. Allez-y. J'aimerais peut-être juste commencer par inviter notre interlocuteur du Haut Conseil islamique à lire le rapport dont on parle. Est-ce que vous avez travaillé avec les religieux, entre autres d'ailleurs, pour arriver à bout de ce rapport? Oui, justement, avant d'arriver à ça, c'est avec grand plaisir que je lui transmettrai le rapport s'il le souhaite, bien sûr. Et j'aimerais préciser en fait que par rapport à la méthodologie, il y a eu pour cette étude 17 chercheurs. Donc 17 chercheurs qui ont sillonné les 4 coins du pays. Donc nous ne sommes pas restés à Dakar ni à Bamako, mais nous sommes allés au plus près du terrain, donc à Kidal, à Saoudéni, à Menaka, à Gao, à Mopti, à Kaï, dans les autres régions du Mali, plus le district de Bamako. Nous avons mené environ 500 entretiens. Et sur les 500 entretiens, nous avons eu l'opportunité d'interviewer, donc de discuter avec plus d'une soixantaine d'individus, de personnes qui ont reconnu avoir appartenu à ces groupes-là, aux groupes dont on parle, aux groupes extrémistes, radicaux, qualifiés de djihadistes, on les appelle comme on veut. Mais juste par rapport à la méthodologie, donc ce n'est pas une étude qui a été commanditée à partir de Dakar, ou en tout cas qui a été menée à partir de Dakar. Donc elle a été menée sur une période de 6 à 8 mois. D'accord. Et
Ça, c'est pour répondre à notre interlocuteur du Haut Conseil islamique. Ceci étant dit, est-ce que vous pensez que l'État et les religieux doivent travailler ensemble pour faire cette différenciation? Je vous donne la parole. Non, je vous donne la parole tout à l'heure. Juste, il nous reste très peu de temps, juste le temps de l'écouter. Merci, allez-y. Si on parle du phénomène dont on discute depuis le début, les religieux ont un rôle à jouer, effectivement. Et comme l'étude l'a démontré, je vous l'ai dit, les facteurs qui reviennent, en tout cas les 5 principaux facteurs, on peut les citer rapidement, il y a une catégorie économique, donc les questions de chômage, de sous-emploi, d'appât du gain. Il y a aussi la question de la protection. Vos interlocuteurs l'ont rappelé à justice, l'absence de l'État, ou en tout cas la présence perçue comme nocive de l'État. Il y a aussi cet élément-là qui est revenu. Le troisième facteur, comme je l'ai dit, qui est revenu de façon assez marginale, c'est le facteur religieux. Et donc, sur ce point-là, effectivement, les religions ont un rôle important à jouer, de préférence avec, effectivement, le concours des autorités étatiques qui peuvent davantage les impliquer dans la lutte contre ce phénomène-là. Mais je ne suis pas sûr d'être le mieux placé aujourd'hui au Mali pour dire que le HCI, le Haut Conseil islamique, est l'autorité qui décrète qui est musulman, qui ne l'est pas. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Je pense que le Haut Conseil islamique peut être associé à l'élaboration de stratégies, ou en tout cas que ces points peuvent être pris en compte par une stratégie éventuellement mise en œuvre par le gouvernement malien. Merci. Issa Kaoudim, non, rapidement, il nous reste très peu de temps. Moi, je vous pose juste une question très rapidement. Quel doit être le rôle des religieux, justement, dans cette histoire de déradicalisation? Avant de répondre, je voudrais que voilà, tout ce qu'il vient de citer, il n'a pas cité qu'il a rencontré ici le Haut Conseil islamique. Donc cela veut dire que son rapport n'est pas légitime, sans polémique. On ne peut pas venir faire des études sur ça, sur le radicalisme dans un pays où... D'accord, ça c'est juste ça. Donc la question que vous posez, je pense que le problème est très simple. Pour nous, Maliens, il n'y a pas de solution miracle. Nous sommes au Mali, entre nous, on sait qui est qui. Nous devrons, l'aide extérieure peut être qu'elle n'appoigne. Nous devons avoir le génie malien de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec nos valeurs sociétales et religieuses, être tolérants et comprendre les vraies motivations, les enjeux géopolitique. Vous, en tant que leader musulman, justement, nous réconcilier avec nos valeurs religieuses, est-ce que ça veut dire aussi la religion? Non, moi je parle de religion au pluriel. Écoutez, au Mali, vous avez 98% musulmans de toute tendance. Et vous avez aussi une minorité des chrétiens et des catholiques, et vous, des gens qui se réclament des religions du terroir. Et donc le Mali n'a pas un problème de religion. Je vais vous donner un exemple simple. À Centrafrique, au nom du coup d'État, on a mis le pays à terre. Au Mali, il y a eu plusieurs coups d'État. Il n'y a eu jamais un problème entre les religions. Donc le Mali n'a pas un problème de religion. Le Mali a un problème de gouvernance qu'il faut gérer comme tel. Et là, on ne peut pas trouver une solution sans intégrer nos valeurs sociétales et religieuses. Ce n'est pas des bons de commande qu'on fera le Mali. On fera le Mali avec nous-mêmes. Merci beaucoup, Issa Kaoudim. Hamidou El Hadj Touré, alors dites-moi, est-ce que justement l'accord d'Alger a prévu des dispositions contre tout ça, pour empêcher une radicalisation des jeunes, par exemple? Une radicalisation des jeunes, moi ce terme, je ne l'entends pas de bonnes oreilles. Et je préfère dire pour un repositionnement de la jeunesse peut-être qui est désœuvré. Et je pense que l'accord prévoit bel et bien surtout la réinsertion socio-économique et qui nous permettra d'ailleurs de ramasser toutes ces armes dispersées dans la nature et aussi de faire la part entre qui est bandit et qui est vraiment loyaliste ou bien qui est détenteur d'une arme qui fait partie d'un groupe armé. Aujourd'hui, et je pense que Kaoudim vient de l'évoquer, il faut que nous revenions sur nos valeurs sociétales. Il faut que les chefs coutumiers et ou traditionnels soient impliqués dans... Donc ce problème identitaire résoudra selon vous? Vraiment. Moi je pense qu'il le faut et je pense aussi qu'il faut vraiment le problème de gouvernance, essayer de donner à la jeunesse vraiment un contenu de jeunes, un fer de lance du développement du pays et créer vraiment une plus-value à travers la jeunesse. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Une pensée très émue pour Cheikh Oumar
Koulibaly du Guido, journaliste décédé avant-hier. Toutes nos condoléances à la famille journalistique et à sa famille. Merci. Et cette émission a donc été réalisée par Ibrahim Aram Diallo. Elle a été mise en onde par Mamadou Diouara. La régie vidéo a été assurée par Mamadou Ouattara. Nous étions avec Mamadou Diouara, sociologue, Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISS Dakar, Issa Kaojim du Haut Conseil islamique, Hamidou El Hadj Touré, le président des jeunes ressortissants et sympathisants du Nord Mali. Merci, à demain pour notre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.